Si l'enclave de Srebrenica n'est pas réhabilitée, alors c'est toute la mission de la Corponu qui est en cours, tout le moins. Doit-on garantir la zone de Goražde où se trouve... Adieu Goražde, le matériel des casques bleus ukrainiens. C'est-à-dire que j'avais une position de principe sur le service militaire qui était qu'il valait mieux qu'il y ait des appelés qui passent dans l'armée, qui puissent revenir, témoigner, dire ce qui s'y passe et éventuellement être dans une certaine mesure un contre-pouvoir à l'intérieur de l'armée. Donc j'étais favorable au service militaire. J'étais, à partir du moment où j'étais favorable au service militaire, relativement favorable à ce que tout le monde le fasse dans les mêmes conditions. Et est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où les étudiants, soit ceux qui avaient des réseaux sociaux relativement adaptés, puissent faire leur service militaire dans d'autres conditions que le français lambda. Donc je suis parti, au début j'ai fait mes classes, mon mois de classe, un peu moins d'un mois de classe, comme tout le monde aussi. Et il se trouve qu'à la fin de mon mois de classe, le régiment dans lequel j'étais devait envoyer une compagnie en ex-Yougoslavie pour l'été 1994. Et donc en novembre, ils ont fait un appel à volontariat parce qu'on n'envoie que des appelés volontaires en ex-Yougoslavie. Et j'ai répondu oui à cet appel à volontariat. Je me suis retrouvé ensuite pendant 6 mois dans une compagnie de préparation et pendant 6 mois à Bihac comme casque bleu. Les raisons pour lesquelles je suis parti, d'abord elles sont un peu compliquées, je ne suis pas sûr de les maîtriser toutes, mais il y avait un certain nombre de raisons objectives, connues, réfléchies, du type j'étais plutôt favorable à ce que l'ONU intervienne en ex-Yougoslavie, j'étais plutôt favorable à ce qu'on y fasse quelque chose plutôt que rien du tout, j'étais conscient des limites de la mission qui existait en novembre 93 quand on m'a demandé de partir. Ceci dit, je me disais, moi on m'a posé la question de savoir si je veux partir ou pas, je ne peux pas continuer à être pour qu'on fasse quelque chose, et le jour où on me demande d'y aller, de prétexter des meilleurs arguments du monde pour dire moi j'y vais pas, d'autres vont le faire à ma place. Donc j'ai fini par dire oui, et malgré plein de pessimisme et malgré plein de réticence par rapport à la mission que je savais qu'on allait me donner, ceci dit, je reviens encore plus pessimiste que je n'étais parti, c'est-à-dire que je ne savais pas tout, je ne savais pas jusqu'où j'allais m'embarquer. Ma première image de la guerre, c'est d'avoir survolé la Croatie et d'avoir vu les grandes autoroutes complètement noires parce qu'elles sont vides et donc qui dessinaient de grandes bandes noires vues du ciel. Et ensuite, on a atterri à Zagreb et là, on s'est retrouvé dans une base américaine à Souaez, c'est-à-dire avec tous les Burger King, McDonald's qu'on peut imaginer, qui était une base qui ressemblait plus à ce que j'avais pu vivre moi il y a quelques années en habitant un peu aux États-Unis que à ce que je pouvais imaginer de ce que la guerre était. Et alors ensuite, la deuxième image de guerre, c'est quand on est allé en camion de Zagreb vers Bihac, qu'on a traversé la Krajina, et que là j'ai découvert de mes yeux ce que pouvait signifier un peu la purification ethnique, sauf que c'est plus dans l'imaginaire que dans le réel, mais ce que pouvait signifier dans le réel, la destruction massive de maisons, la destruction de villages, des no man's land pendant des kilomètres dans lesquels il n'y a absolument personne. Donc mais c'est important aussi de savoir que quand on est casque bleu, la réalité, on la rencontre jamais vraiment. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens dans un pays en guerre avec un gilet pare-balles et un fusil, je suis pas sûr qu'on rencontre vraiment la réalité et qu'on puisse discuter avec eux entre guillemets d'égal à égal. On a eu, avant de partir, quelques exposés qui nous avaient été faits par notre capitaine commandant d'unité sur la situation qu'on allait rencontrer là-bas, qui étaient tous des exposés extrêmement caricaturaux, avec une très très forte connotation raciste. L'idée c'était de nous préparer aux gens qu'on allait rencontrer. Donc on nous a fait un exposé sur le yougoslave qui se déclinait en 4 parties, avec première partie le serbe, le croate, le musulman, où on nous expliquait que c'était que parce qu'ils avaient vécu dans des régimes communistes, parce qu'ils étaient slaves, parce qu'ils avaient vécu pendant 5 années en guerre, c'était tous des tueurs au couteau, c'était des menteurs nés, ça c'est à cause du communisme, que le communisme était un système dans lequel pour survivre il fallait mentir, donc il nous faudrait, nous soldats, systématiquement nous méfier de tous les gens qu'on rencontrerait, parce qu'ils étaient slaves, ils étaient jusqu'au boutistes, et donc ils n'hésiteraient pas éventuellement à nous tuer au couteau s'ils en avaient l'occasion, alors que nous les latins, on savait reconnaître nos erreurs, on connaissait les limites à la vie, etc., donc on n'était pas forcément aussi extrême qu'eux, et donc c'était systématiquement une politique de mise en garde vis-à-vis de toutes les personnes qu'on allait rencontrer. C'était également décliné en fonction des gens qu'on rencontrait, c'est-à-dire par exemple il fallait qu'on se méfie particulièrement des femmes, parce que les femmes nous feraient des sourires dans un coin et essaieraient de nous voler notre arme dans l'autre, les gamins viendraient nous demander des bonbons à l'avant du véhicule pour mieux nous piquer les jerrycans à l'arrière, et donc c'était systématiquement un avertissement sur la méfiance que nous devrions avoir vis-à-vis de toutes les populations qu'on rencontrerait. Moi j'ai eu le droit à un exposé qui a dû durer environ un quart d'heure sur l'ensemble de l'histoire ex-yougoslave depuis la prise du pouvoir par Tito jusqu'à aujourd'hui. C'était extrêmement limité et c'est clair que les officiers qui nous donnaient ces cours-là en savaient vraisemblablement moins que moi et en tout cas pas beaucoup plus. Mais surtout leur prétexte systématique c'était de dire on part avec des gens qui sont
qui sont pas tous très intelligents, dont très peu d'entre eux ont fait des études, qui sont relativement peu capables de comprendre ce qui se passe là-bas. Donc notre objectif, c'est de leur apprendre à manier leurs armes, à la nettoyer, à utiliser leur véhicule, peu importe à la limite qu'ils sachent précisément ce qui se passe là-bas. C'est aussi ça un peu le discours, c'est de dire peu importe ce qui se passe, l'important c'est d'obéir aux ordres. De toute façon, les ordres sont bons parce qu'ils sont des ordres et parce que vos chefs, eux, savent. Donc imaginez que quelque part dans la hiérarchie, il y a quelqu'un qui maîtrise parfaitement le conflit. Faites votre boulot, obéissez, faites ce qu'on vous dit de faire, tout se passera bien. Et peu importe pour vous de comprendre très précisément ce qui se passe là-bas, de toute façon c'est très compliqué. Ils sont toujours tirés dessus et on va essayer de maintenir la paix entre des gens qui n'ont pour unique ambition dans la vie d'utiliser des armes. Donc d'abord c'est compliqué, d'autre part c'est pas forcément très intéressant de comprendre ce qui se passe. Ensuite on recalque sur la situation en ex-Yougoslavie un certain nombre de grilles de lecture bien françaises. C'est-à-dire que par exemple au début nous étions bien entendu neutres, on nous avait donné le vocabulaire, on devait parler des belligérants, on devait parler des partis, à Bihac on devait parler des musulmans du nord et des musulmans du sud, en aucun cas on devait parler ni des Serbes, ni des musulmans, ni des Croates, ni des Bosniaques, etc. On avait un vocabulaire onusien adapté. Mais au bout de quelques semaines, les musulmans, c'était quand même finalement un peu les mêmes que les musulmans à Paris, donc un peu des arabes, et le vocabulaire qui était rapidement utilisé d'abord par les officiers, les sous-officiers, puis par les soldats par mimétisme, c'est de parler des bousnouks, en référence au bougnoul français, parce que finalement les musulmans sont les mêmes partout, et puis qu'il y a ces mêmes mosquées, il y a les mêmes hal-hal le soir comme appel à la prière, et puis là-bas comme ici, de toute façon ils égorgent les moutons, et c'était vraiment de ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne cherche même pas à le caricaturer a posteriori, c'était vraiment du racisme vraiment basique et vraiment simple, et puis il y a d'autre part une certaine fascination pour les Serbes, qui est largement organisée. Nous on n'en a jamais rencontré de Serbes à Bihac, donc la fascination que les soldats pouvaient avoir ne pouvait être que celle qui leur était dictée par les officiers ou par les sous-officiers, et donc c'était de dire les Serbes, eux sont une armée de professionnels, ce qui n'est pas le cas des musulmans, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent faire, avec pour les officiers en plus un certain background historique de vieille alliance et vieille amitié franco-serbe qui n'avait à mon avis de sens pour personne, pas pour moi en tout cas, et je pense pas pour eux non plus, mais ils finissaient par y croire, et donc on est quand même parti d'une neutralité d'apparence au début vers un parti pris indéniable pour les Serbes au bout de quelques semaines pour des raisons certaines sentimentales, d'autres politiques, d'autres historiques, mais qui étaient toutes relativement floues en tout cas. C'est-à-dire que quand on est dans un pays en guerre armé et qu'on a ordre de ne pas utiliser les armes, on est de fait du côté de l'agresseur, du côté de celui qui essaie de conquérir du terrain. À Bihac, ça signifiait indéniablement être du côté des Serbes parce que c'était les Serbes qui essayaient de prendre la poche, qui essayaient d'avancer, de gagner du terrain, et donc c'était eux qui nous faisaient reculer. Donc de fait, on a, à mon avis, joué un peu le jeu des Serbes parce qu'on a refusé d'utiliser nos armes pour les empêcher d'avancer. Officiellement, quand on arrive comme casque bleu, on nous donne on nous donne pas une liste, mais on nous donne quatre missions officielles ordonnées par l'ONU, qui sont premièrement de faire de l'escorte de convois humanitaires. C'est supposé être. Moi, je croyais que c'était la mission principale pour laquelle je partais, que j'allais passer ma vie. J'étais conducteur d'un véhicule blindé. Je pensais que j'allais passer ma vie sur les routes de la poche de Bihac à escorter des convois d'aide humanitaire. En fait, cette mission-là, moi, je l'ai remplie que 3 fois, c'est-à-dire que je n'ai escorté que 3 convois, parce que rapidement, la poche de Bihac a été encerclée par les Serbes de Bosnie, les Serbes de Croatie au nord et les Serbes de Bosnie au sud, et donc aucun convoi du HCR ne rentrait plus dans la poche. Donc il n'y avait plus de convoi à faire, il n'y avait plus rien à protéger. La deuxième mission, c'était de faire de l'observation, c'est-à-dire que l'ONU essaye de savoir ce qui se passe, de savoir qui tire ce qui tire en premier, qui tire où, qui tire quoi, et donc on allait régulièrement le plus près possible des lignes de front pour essayer de savoir ce qui se passait. Alors en fait, le plus près possible, c'était en général à quelques kilomètres, 5, 6, 7 kilomètres, parce que ceux qui étaient sur le front nous empêchaient d'approcher plus, et donc il s'agissait à l'oreille d'essayer de savoir ce qui se passait. On avait des tables en bois avec une feuille dessus pour noter. On avait en colonne serbe, croate ou serbe, bosniaque ou indéterminé, en ligne rafale légère, rafale lourde, et puis on faisait des croix ou des bâtons à chaque fois qu'il y avait une rafale légère d'origine serbe. À la fin de la journée, après s'être repassé la planche de soldat en soldat, on fait le total par ligne et le total par colonne, et puis tout cela est centralisé, et comme ça l'ONU sait, en tout cas est supposé savoir à peu près ce qui se passe, et où est-ce que les tirs reprennent, où est-ce que les tirs se sont estompés, où est-ce que c'est plutôt du mortier ou plutôt des armes légères qui tirent.
La troisième mission, c'était de faire des patrouilles. Là, l'idée, c'était que l'ONU, à partir du moment où elle était présente sur le terrain, voulait se montrer et voulait que les gens la voient. Et donc, il s'agissait en fait d'aller et de montrer nos gros véhicules blancs avec nos belles armes bien huilées, etc. Alors, on avait quelques lieux-dits dans lesquels on s'arrêtait, qui étaient des fermes dans lesquelles on était accueillis. On nous offrait le café, éventuellement de la Slivovic, l'alcool de prune local. Et ça se limitait vraiment à ça. Comme par ailleurs, moi, j'étais dans un groupe de combat dans lequel on était une dizaine, aucun d'entre nous ne parlait le serbo-croate. Donc, j'étais le seul, ou presque, à parler un peu l'allemand et l'anglais. Donc, on arrivait parfois à communiquer avec quelques mots d'allemand, quelques mots d'anglais, mais c'était extrêmement limité. Et il n'y avait aucun moyen d'avoir une conversation un tant soit peu subtile, ni sur le conflit, ni sur ses origines, ni sur quoi que ce soit. Donc, on parlait de femmes, on parlait d'alcool, on parlait de sexe, on parlait de ce que tout bon militaire qui se respecte parle, notamment quand il est à l'étranger. Et ça n'avait pas d'autre intérêt que ça. Et puis, la deuxième chose quand même importante par rapport aux patrouilles, c'est que c'était l'occasion de petits trafics. C'est-à-dire qu'on avait, nous, par exemple, des Marlboro ou des produits qu'on pouvait acheter au foyer français et qu'on échangeait. La plupart des soldats, par exemple, voulaient absolument ramener des baïonnettes Kalachnikov et donc ils échangeaient contre une ou deux cartouches de Marlboro qui ne coûtaient pas très cher parce qu'ils étaient détaxés. Ils échangeaient une ou deux cartouches de Marlboro contre des baïonnettes Kalachnikov. Parfois, ça allait jusqu'à essayer d'acheter des armes, c'est-à-dire des Kalachnikov que la prévôté du bataillon s'occupait de faire démilitariser et qu'on pouvait ensuite ramener en France. Mais c'était un trafic relativement limité, principalement limité parce que les Français sont pas en manque, c'est-à-dire que comme on avait un foyer bien achalandé, on n'avait pas tellement de raisons et de motivation pour trafiquer, mais on en faisait un peu. Et la dernière mission, c'était de se protéger nous-mêmes et donc de protéger notre base. Moi, j'ai passé plusieurs heures en haut d'un mirador, de jour comme de nuit, à observer ce qui pouvait se passer alentour. Sur les postes d'observation, il y avait des gardes 24 heures sur 24, où il s'agissait également de protéger nos propres convois. C'est-à-dire que quand l'ONU transporte son essence, ses véhicules, ses pièces détachées, etc., il faut même chose des véhicules blindés pour les protéger, ne serait-ce que pour ne pas se faire piquer les camions, plus que leur contenu. Et donc là, c'est presque à cette mission-là, moi, que j'ai consacré le plus de temps, la mission de protection de nos propres bases et de nos propres installations. La motivation principale, je crois que c'est objectivement l'argent. C'est-à-dire que quand on part en ex-Yougoslavie, qu'on est soldat, on a une solde qui passe de 500 francs à entre 8 000 et 10 000, à peu de choses près. Et pour des gens, pour la plupart d'entre eux, un peu paumés, qui n'ont pas grand chose à l'extérieur, qui souvent sont jeunes, parce si on se retrouve dans une compagnie d'infanterie, c'est souvent parce que donc on n'a pas voulu faire autre chose, donc sans doute qu'on n'a pas de boulot, qu'on n'a pas fait d'études, etc. Donc c'était une somme d'argent extrêmement importante et relativement attirante. D'autre part, c'est des gens qui ont essayé un peu comme moi d'échapper à l'enfer militaire traditionnel. C'est-à-dire que si imaginez que vous mettiez des militaires dans une caserne, vous les empêchez de sortir, vous les payez 500 balles par mois et vous leur dites brusquement au bout de 3 ou 4 mois d'enfermement, vous pouvez partir en Yougoslavie, vivre autre chose, être volontaire et gagner 10 000 balles, c'est relativement tentant. Et donc c'est une clientèle assez captive. Donc c'est les deux motivations principales. Il y a un peu l'aventure, mais j'y crois pas tellement parce que l'aventure est quand même quelque chose qui fait un peu peur par rapport à la Yougoslavie. Quand on a entre 18 et 25 ans, on est quand même un peu effrayé. Et en plus, la famille autour a quand même tendance un peu à limiter cette envie-là. Quant aux volontés aux motivations plus nobles, entre guillemets, qui seraient de vouloir partir pour l'ONU, pour une idée d'une armée internationale, etc., moi j'avais le sentiment que c'était vraiment extrêmement limité, mais c'était limité parce que les gens qui se retrouvent dans une compagnie d'infanterie n'ont vraiment pas de raison de partir pour ces motivations-là. Ceux qui pourraient les avoir ne sont pas à cet endroit-là. Donc c'est un peu lié au recrutement à la base de l'armée française. Les engagés, ils le disent, ils le revendiquent, ils pensent même que c'est une motivation noble. Ils partent là-bas parce qu'on leur a donné l'ordre de le faire, et comme ils sont de bons militaires, ils ont obéi. Mais parmi eux, aucun n'est parti là-bas pour des raisons autres que des raisons de service. C'est-à-dire qu'ils partent là-bas parce qu'ils triplent leur solde, parce que c'est une perspective de promotion en termes de carrière et de perspective de carrière. Mais aucun d'entre eux ne revendique de partir là-bas pour les droits de l'homme ou pour l'humanitaire. Ils revendiquent même que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire qu'ils seraient partis là, ils seraient partis n'importe où ailleurs, là où on leur a donné ordre de partir. Jusqu'où est-ce que les militaires sont prêts à obéir? Moi d'ailleurs, je me suis posé la question, c'est-à-dire que je m'étais dit, il faut que je me fixe des limites morales à ce que je peux faire. J'avais lu un peu des livres sur ce qui s'était passé en Algérie ou ailleurs, et donc j'avais peut-être fantasmé, j'en sais rien, sur l'idée de me dire, il faut que je me fixe des limites. C'est-à-dire qu'il faut que ma conscience m'empêche de faire éventuellement un certain nombre de choses, y compris ce qu'on pourrait me donner ordre de faire. Je constate d'abord a posteriori que j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai obéi à tous les ordres qu'on m'a donnés. Donc là, alors, est-ce que c'est parce que j'ai jamais été confronté à la limite de la désobéissance ou est-ce que c'est parce que j'ai pas osé le faire? Je sais pas. Et donc voilà. Donc après, ce que les militaires sont capables de faire, moi je crois qu'ils sont capables, les militaires engagés, ils sont capables d'aller très loin parce que l'obéissance est vraiment un culte à l'intérieur de l'armée, que d'obéir à son chef
est en soi un honneur, indépendamment même de l'ordre, enfin indépendamment même de l'acte que l'ordre va impliquer. Et donc moi, je crois vraiment que en plus l'armée est une institution relativement forte qui est capable de la preuve, qui est capable de faire à peu près ce qu'elle veut à plein de gens, y compris ceux qui avaient essayé de se fixer des limites au départ. Donc ceux qui n'en ont pas et qui ont théorisé le fait que de ne pas en avoir était une bonne chose, eux, je pense, sont prêts à aller presque jusqu'à n'importe où. Notre capitaine commandant d'unité avait organisé des tueries de chiens. C'est-à-dire que sous le prétexte au départ relativement noble, qu'il y avait trop de chiens sur la base et que ça posait un problème de santé publique, qu'il allait falloir commencer à éliminer des chiens. Et l'élimination des chiens au début de façon relativement propre, bon, avec des armes, mais relativement propre et relativement limitée, s'est transformé en un concours de tuerie de chiens parce que c'était un moyen de défouloir et d'utilisation et de test des armes. Mais les chiens, on allait les chercher. Au début, on avait sur la base. Après, on allait dans les décharges, on allait tuer les chiens des décharges. Alors on prétextait que c'était mieux pour la population que de voir ces porteurs de virus, j'allais dire exécutés, tués, mais c'était plus le souhait des officiers d'aller là où on pouvait tuer, là où on pouvait trouver la mort. Les contacts que j'ai eus avec la guerre, c'est plus des contacts avec ceux qui vivent la guerre. C'est-à-dire qu'on finissait par se lier un peu d'amitié, c'est un grand mot, mais on finissait par se lier un peu avec notamment des enfants qui étaient autour des postes d'observation parce qu'il n'y avait pas d'école, parce qu'ils s'ennuyaient, donc ils venaient près de nous. En plus, ils avaient les bonbons des rations de combat, etc. Donc on avait un petit îlot de richesse qui faisait qu'on attirait un peu les enfants. Et donc on discutait avec eux, et au travers de leur vie à eux, on pouvait approcher dans une certaine mesure la guerre et voir les différentes galères qu'ils vivaient, le fait qu'à 14 ans, ils étaient responsables de la maison parce que le père était plus là, donc il fallait qu'ils s'occupent des animaux, des champs, etc. Moi, c'est le contact le plus émotionnel que j'ai eu avec la guerre. Ensuite, on avait un contact avec, si on parle de la guerre, pour parler des armes, un contact avec les armes de la guerre régulièrement, à chaque fois qu'on passait des checkpoints, et on avait éventuellement des petits ennuis, à passer un checkpoint. Il y avait un militaire qui éventuellement braquait une Kalachnikov contre le véhicule pour nous demander de faire demi-tour ou autre. Donc là, c'est le contact le plus proche de l'image traditionnelle de la guerre. La dernière chose, si on parle de la guerre comme contact avec la mort, là on a eu un contact relativement concret, parce que régulièrement Fort Crognu était chargé d'aller faire ce qu'on appelait nous les ramassages de cadavres, les missions cadavres sur les lignes de front sur lesquelles personne ne peut aller parce que on se fait tirer dessus par un tireur d'élite d'en face, et donc l'ONU organise des petits cessez-le-feu qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures ou une demi-journée. Et donc on va là-bas vers 14 heures, on rentre dans le no man's land en faisant attention que les différentes parties respectent le cessez-le-feu, on protège le ramassage des cadavres par une commission désignée par les uns et une commission désignée par les autres, et puis 4 ou 5 heures plus tard on repart, et là moi pour la première fois de ma vie j'ai vu des cadavres que j'avais jamais eu l'occasion de voir avant, et là c'est indéniablement un contact avec un morceau de la guerre. Ce serait pas honnête de pas dire a posteriori que c'était des missions qui avaient une certaine forme d'excitation. C'est-à-dire que quand on nous disait vous allez partir pour une mission cadavre, d'abord on était entre guillemets content de participer à cette mission-là, c'était pas le cas de tous. On se disait qu'on allait vers la guerre, et bon, je peux éventuellement en avoir honte a posteriori ou autre, mais il y avait une certaine fascination pour cette activité-là, qui était l'activité la plus guerrière, la plus proche de la mort, etc., qu'on pouvait avoir. D'autre part, quand je me suis retrouvé donc à voir pour la première fois de ma vie un cadavre tué par balle autour d'une maison qui était restée là depuis un certain temps, etc., j'ai découvert que c'était l'un des côtés les moins inhumains de la guerre. C'est-à-dire que moi j'avais été infiniment plus marqué, touché par les gamins que j'avais pu rencontrer avant, qui m'avaient parlé de choses et d'autres, de leurs histoires, d'aventures sans forcément grande importance. Là, j'ai découvert que même pour celui qu'on n'avait jamais vu, voir des cadavres, les ramasser, etc., c'était finalement pas si difficile que ça, tellement ça semblait complètement déshumanisé. Par rapport à notre propre, parler avec le jeu, par rapport à ma propre mort, c'est quelque chose d'ambigu. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est une idée qui vient quand elle n'a pas de raison de venir. C'est-à-dire que c'est par exemple le soir, quand on est déprimé parce qu'on n'a pas reçu de l'aide de sa copine ou de ses parents, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là, etc., que brusquement on rentre dans un mécanisme de réflexion où on se dit mais qu'est-ce que je suis venu prendre le risque de me faire tuer ici, dans une guerre à laquelle je comprends pas tout, qui a l'air vachement compliquée, etc., et brusquement on a 2 heures d'angoisse, on se dit qu'il vaut mieux dormir et que ça ira mieux le lendemain, mais on ne se retrouve jamais confronté à sa propre mort dans les conditions, au moment où elle risquerait effectivement d'arriver. C'est-à-dire que plusieurs fois le véhicule que je conduisais s'est fait braquer par des Kalachnikov, des armes anti-chars, etc., où je me suis dit j'espère qu'il n'y en a pas un qui va faire une connerie ou ne serait-ce qu'une erreur et tirer par hasard ou volontairement, je sais pas quoi. Mais là on n'a paradoxalement pas peur. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, je vais faire demi-tour avec mon véhicule
et puis ça ira mieux plus tard, mais on a aucune angoisse. Ça crée deux types d'impatience, c'est-à-dire que les militaires engagés, eux, ont ont un amour-propre de militaires, de blessés, c'est-à-dire qu'ils ont des armes, ils n'ont pas le droit de s'en servir, on les oblige à faire demi-tour, ils ont l'impression que le mec en face d'eux est un rigolo, qu'il a pour tout armement un revolver, dont à la limite même on ne sait même pas s'il est chargé ou pas, on n'en sait vraiment rien, et donc on fait demi-tour devant le symbole de l'homme armé, plus que devant l'homme armé lui-même. Moi là-bas, objectivement, j'avais pas d'amour-propre de militaire, c'est-à-dire que de faire demi-tour devant des armes, je trouvais pas ça humiliant. C'est-à-dire que ça me choquait pas outre mesure. Par contre, mais là aussi, c'est plus a posteriori qu'on le réalise. C'est clair que par rapport aux idéaux pour lesquels je partais, faire demi-tour devant le moindre serme, c'était un reniement. C'était vraiment le reniement ultime qu'on pouvait faire. Mais encore une fois, sur le coup, on fait demi-tour parce qu'on est dans l'ambiance de faire demi-tour. Si on nous avait mis dans l'ambiance de résister, avant même que le Serbe soit arrivé, on aurait discuté entre nous dans le véhicule blindé, on se serait dit, au moins aujourd'hui, s'il y en a un qui vient, eh ben, on partira pas, on restera dans le véhicule, quitte éventuellement à ce qu'il y en ait un de nous qui reste. Et je suis sûr que si on avait été mis dans cette ambiance-là, on aurait accepté le risque éventuellement qu'il y en ait un qui reste. On était mis. J'ai découvert, je pense que c'est, quand on regarde la télévision, c'est relativement évident, qu'on a une armée qui est extrêmement respectueuse du pouvoir politique. Et en plus, ils sont respectueux du pouvoir politique, malgré la critique qu'ils peuvent en faire. C'est-à-dire que les militaires sont quand même relativement, quand les langues commencent à se délier le soir, sont relativement acerbes vis-à-vis du pouvoir politique, et pensent que les politiques sont des incapables par rapport au règlement du conflit yougoslave. Et donc, mais ils sont respectueux, et ils sont respectueux jusqu'au bout, et ils se posent pas tellement d'état d'âme. Et moi, je trouve que c'est un point positif. Quand, par exemple, un certain nombre d'intellectuels ont commencé à suggérer, il y a quelques mois, mais les casques bleus doivent désobéir, ils doivent cesser d'appliquer ces ordres, etc. Moi, j'avais une position qui était de dire qui était de dire non pour deux raisons. D'une part, parce que le jour où dans une démocratie, l'armée se met à faire ça, si elle le fait en Yougoslavie, elle peut le faire n'importe où ailleurs, mais d'autre part surtout, le jour où les militaires se mettraient à désobéir en ex-Yougoslavie, je ne suis pas certain qu'ils seraient du côté que défendent ces mêmes intellectuels. J'ai menti à un certain nombre de gens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre soit d'enfants, soit même de femmes qu'on a eu l'occasion de rencontrer, à qui on avait dit à certains moments, mais oui, on vous aidera, parce que quand on est autour d'un café, on ne peut pas faire autrement que de dire ça, et puis parce que dans une certaine mesure, on y croit, mais oui, on vous aidera, si la guerre arrive, vous avez qu'à venir nous rejoindre dans le poste d'observation, si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir, en plus on avait un peu des liens d'amitié, et donc, et puis le jour où la guerre arrivait, on n'était même plus sur le poste d'observation, qu'on avait déménagé 2 jours avant, parce que nous, la FORPRONU l'avait prévu, alors que les habitants autour du poste d'observation ne l'avaient pas prévu. Et donc, moi, j'ai le sentiment d'avoir foué un certain nombre de gens à titre personnel, c'est-à-dire de leur avoir dit je vous aiderai et de ne pas l'avoir fait. L'aspect positif, indéniablement, il y en a eu. Les quelques convois de farine que j'ai escortés, c'était positif. On a plusieurs fois aussi escorté des convois d'échange de prisonniers ou de blessés. Et c'est des trucs, même chose, sur le plan émotionnel qui était vachement fort, parce qu'on arrivait avec les véhicules pleins de prisonniers ou plein de blessés dans l'hôpital, dans l'hôpital, on les ramenait dans leur hôpital, et donc des cris de joie, etc. Donc sur le plan émotionnel, on a vécu un certain nombre de choses. Des soirées où on se dit indéniablement qu'on a été utile et qu'on n'était pas là pour rien. Ceci dit, on a l'impression, c'est l'image traditionnelle, quoi, d'être sur le pont d'un navire, et puis sur le pont on fait quelques trucs bien, quelques trucs moins bien, mais surtout le navire va pas dans la bonne direction. Si l'ONU continue à cautionner ce qui se passe là-bas, après c'est terminé, on fera plus rien. Et je veux dire, l'ONU ne fera plus rien nulle part. Moi, on n'est pas prêt de m'y reprendre, on n'est pas prêt de m'envoyer sous le casque bleu n'importe où ailleurs dans le monde, parce que je sais à quoi ça sert, et je sais que c'est pas fait pour ni pour aider les opprimés, ni pour toutes ces idées aussi naïves les unes que les autres que je pouvais avoir avant de partir. Donc il y a aussi l'idée d'essayer de sauver un tant soit peu ce qu'il peut y avoir aujourd'hui d'organisations internationales et d'États au-dessus de l'État et d'armées composées de tous, etc. Parce que je parte de là-bas, j'aurais été incapable de raconter tout ça, et je l'avais très peu réalisé et entre guillemets théorisé, c'est-à-dire que je me rendais compte d'un certain nombre de choses, mais c'était extrêmement superficiel. Quand on est rentré, moi, il y a eu par rapport au conflit bosniaque, il y a eu un élément déclencheur, c'est le bombardement de Bihac par les Serbes, et l'entrée des Serbes dans la poche de Bihac, où là je me suis dit, pourquoi j'étais là-bas, quoi. C'est-à-dire que ça n'a vraiment servi à rien, et à la fin de 2 ans de présence française et de 6 mois de ma présence à moi dans la poche de Bihac, les Serbes entrent. Donc c'était vraiment révélateur et symbolique de ce qu'on y avait fait ou ce qu'on n'y avait pas fait. Et puis ensuite, pour ce qui est de tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas directement les contingences géopolitiques locales, etc., ça remonte à la surface lentement. D'abord parce que l'armée, encore une fois, est quelque chose dont on a du mal à sortir, et qu'on continue à se lever à se réveiller tôt le matin et à rêver de l'armée, etc. Parce que c'est une institution dans laquelle on a baigné pendant 14 mois
et notamment 6 mois, 24 heures sur 24 là-bas, et donc on est relativement pris par ça. Et puis ça remonte que petit à petit. En plus, on a un dernier problème, c'est que, un peu le problème de tous les bidasses qui sortent de l'armée, c'est que les copains, etc., veulent bien entendre des histoires pendant une soirée, mais certainement pas plus longtemps que ça, et qu'en plus on se rend compte que ça sert à rien, donc on le raconte une fois. En plus, soi-même à la fin, on en a marre de parler à tout le monde de la Bosnie, etc. Et donc on a un problème de savoir comment l'extérioriser, comment parler, mais on a aussi ce problème-là, quoi, c'est que des gens prêts à vous écouter, comme vous venez de le faire pendant presque une heure sur la Yougoslavie, il n'y en a pas beaucoup.